Bonjour. Ce cours est destiné aux étudiants du deuxième semestre des études fondamentales du département de langue et littérature française. C'est une initiation qui vise à amener les étudiants à comprendre et maîtriser les concepts de base liés à la lexicographie et à faire un bon usage du dictionnaire. À la fin de cet élément de module, vous serez capable de maîtriser les concepts de base liés à la lexicographie, distinguer les différents types de dictionnaires, utiliser le dictionnaire comme moyen d'auto-perfectionnement de la langue. Le mot lexicographie est composé des éléments lexikos, du grec lexikos, lexique, et graphie, écrire, est une branche de la linguistique. Bien que les deux disciplines, la lexicographie et la lexicologie, s'intéressent au lexique, elles se distinguent sur plusieurs plans. Alors ces disciplines sont en perpétuel échange. Alors ce cours comporte 4 chapitres. Le premier sera réservé à un aperçu historique qui servira à présenter les différentes étapes qu'a connues la lexicographie française. Le deuxième chapitre sera consacré à la typologie des dictionnaires. Le troisième s'intéressera à la nomenclature en abordant la question ou les questions relatives à la taille, le classement adopté, etc. Et enfin, un dernier chapitre abordera l'étude de la microstructure, l'article du dictionnaire, notamment à l'endroit des 2 pièces maîtresses de tout dictionnaire, la définition et l'exemple. Les lexicologues se servent des objets de la lexicographie et les lexicographes bénéficient des apports de la lexicologie au niveau de la confection des dictionnaires. Alors, la distinction fondamentale réside dans le fait que la lexicologie est une science du lexique, tandis que la lexicographie est une discipline pratique, confectionner des dictionnaires. Eu égard à ce caractère pratique, certains linguistes l'appellent même ou la nomment même la lexicologie comme la lexicologie applique. Alors pour l'aperçu historique, entre le XVe et le XVIe siècle, c'est la naissance de la lexicographie en Europe et en France, sous l'influence d'événements et circonstances multiples qu'on ne va pas citer, par exemple la Renaissance, l'invention de l'imprimerie, le goût des voyages, les formateurs ou les voyages formateurs au sein de l'Europe, etc. Alors, citons comme exemple le Dictionarum, ou bien dictionnaire polyglotte de l'italien Ambrogio Calepino, entre 1440 et 1510, qui sera nommé ultérieurement par le nom de son auteur, le Calepin, et constituera le début d'une tradition. Donc on se contentera de mentionner ici le nom de l'auteur, par exemple le Littré, le Robert, le Larousse, etc. Au XVIe siècle, la langue française n'étant pas encore stable, d'où l'absence d'un projet de dictionnaire monolingue. Pour cette raison, on assiste à cette époque-là seulement à l'apparition du genre bilingue. En 1539 apparaît le dictionnaire François latin de Robert Estienne, c'est-à-dire français-latin. Alors, les mots français venaient en premier dans la nomenclature, avec leur traduction en latin, suivie parfois de quelques explications en français. Un événement quand même majeur va marquer l'histoire de la France, qui réside dans la fondation en 1635 de l'Académie française Paris-Richelieu. N'oublions pas que c'était l'époque de Louis XIV. Alors, cette institution nationale jouera un rôle fondamental dans la littérature, l'art et les sciences. Ces événements et bien d'autres ont contribué, vers la fin de ce siècle, à l'apparition de 3 grands dictionnaires monolingues, celui de Richelet en 1680 et celui de Furetière en 1690, enfin celui de l'Académie en 1694. Le XXe siècle a connu quand même une abondance et une variété de dictionnaires que tout le monde connaît, commençant en 1910 le Larousse pour tous, en 2 volumes, intitulé ensuite Larousse universel en 1923, le nouveau Larousse universel en 1948. En 1963, sous la direction de Jean Dubois et avec le concours du grand linguiste Claude Dubois, était achevé ce qu'on appelait le grand Larousse encyclopédique en 10 volumes. Mais contrairement au Littré, qui ne donnait pas beaucoup d'importance à la hiérarchisation des éléments qui constituaient l'article, le Robert accordait une importance particulière à l'organisation de la microstructure, sans oublier la qualité du travail définitoire qui déterminait le succès de l'entreprise. En 1967, cette année-là va connaître la naissance de 2 grands dictionnaires, le Petit Robert
et le dictionnaire du français contemporain, qu'on connaît communément sous le nom de DFC. Bien qu'ils voient le jour la même année, ces deux dictionnaires adoptent une méthodologie et une perspective différente. Le DFC est un ouvrage en un seul volume, de format très réduit, destiné surtout au public scolaire et universitaire. Le Petit Robert dépasse de loin le DFC au niveau de la taille, de la nomenclature. Alors, si le DFC a choisi la perspective synchronique, le Petit Robert, quant à lui, a adopté ou bien a opté pour le plan historique. Pour apprendre des mots, pour apprendre les relations entre les mots, on a un outil formidable qui est le dictionnaire. Alors, c'est pour ça qu'il y a une grande importance qui est accordée au dictionnaire dans la progression des apprentissages. Je dis le dictionnaire, je devrais dire les dictionnaires, parce que faut exposer les élèves à une variété de dictionnaires. Des dictionnaires plus visuels, des dictionnaires plus encyclopédiques, des dictionnaires plus linguistiques, des dictionnaires descriptifs de la langue. Pourquoi? Mais parce que chacun de ces dictionnaires-là apporte des informations tout à fait différentes et complémentaires les unes des autres. Un exemple, si on veut nommer une partie d'un appareil bien précis, ce n'est pas dans un dictionnaire de langue qu'on va habituellement trouver l'information, ce sera dans un dictionnaire visuel où on aura l'illustration de l'objet en particulier, de l'instrument, et on pourra voir le nom de ces différentes parties pour les nommer correctement. Si on veut des exemples d'utilisation d'un mot en particulier dans une phrase, c'est dans un dictionnaire descriptif de langue qu'on va le trouver. Parce qu'il y a un bon nombre d'exemples. On va voir aussi des relations entre les mots comme des synonymes. On peut voir des expressions, des locutions construites à partir de ce mot-là. Ça, on va le trouver dans un dictionnaire descriptif de langue. Si on veut savoir le nombre de joueurs dans un sport en particulier, ce n'est ni dans un dictionnaire visuel ni dans un dictionnaire de langue qu'on va le trouver, c'est dans un dictionnaire encyclopédique. En d'autres termes, il faut une grande variété de dictionnaires pour avoir toutes les informations qu'on souhaite avoir sur les mots et sur les relations entre les mots, bien sûr. Quand on parle de dictionnaire, on parle de dictionnaire papier, mais on parle aussi de dictionnaire électronique parce que c'est une autre façon très rapide d'avoir accès à l'information. Il faut présenter une variété de dictionnaires à nos élèves, mais il faut pas seulement les leur mettre sur la table, il faut leur montrer comment les utiliser. Parce que le dictionnaire, c'est une mine importante d'informations, mais il faut savoir comment creuser pour trouver l'information. Alors, c'est important que les enseignants comprennent bien comment sont organisés les dictionnaires qu'ils présentent à leurs élèves et qu'ils explicitent la structure de ces dictionnaires-là pour que les élèves en tirent véritablement profit. La typologie des dictionnaires. Alors commençons par définir les termes lexicographie et dictionnaire. La lexicographie a deux acceptions. Selon la première, la lexicographie est une technique de confection des dictionnaires. La deuxième, qui est la plus récente, la définit comme étant une étude faite sur les dictionnaires. Alors remarquons que seule la deuxième signification retiendra notre attention. Le dictionnaire est généralement défini comme un recueil de mots obéissant à un classement et suivi de définitions et d'exemples. C'est un outil destiné à résoudre les questions que l'on se pose sur les mots comme la prononciation, l'orthographe, le sens, etc. Il représente d'une certaine manière notre premier outil didactique. Alors l'objet de la lexicographie est double. Donc, elle vise d'une part à élaborer des dictionnaires et d'autre part à étudier, avoir un regard critique sur les dictionnaires. Le but du dictionnaire, indépendamment du genre auquel il appartient, est essentiellement pédagogique et didactique. Autrement dit, le dictionnaire vise d'abord à instruire. Il fournit l'information à l'usager. Pour ce faire, il doit viser d'abord l'exhaustivité, c'est-à-dire traiter le maximum d'entrées, ensuite suivre une méthode appropriée, facilitant la consultation. Qu'en est-il de la typologie de ces produits de la lexicographie? Lorsque on aborde la typologie du dictionnaire, la distinction concerne surtout la nature des informations données. Autrement dit, on parvient à différencier entre, par exemple, un dictionnaire de langue et un dictionnaire encyclopédique, suivant les informations véhiculées par chaque type d'ouvrage. Dictionnaire de langue et dictionnaire encyclopédique, pour faire la différence, le dictionnaire de langue vise la description de l'usage de la langue, tandis que le dictionnaire encyclopédique vise à offrir des informations sur le monde à partir d'un mot d'entrée considéré non plus comme un signe, mais comme un concept. Le dictionnaire de langue donne des informations sur le lexique d'une langue et l'utilisation des mots, syntaxe, phonétique, etc. dans le discours. Le dictionnaire encyclopédique met en évidence les nouvelles
réalité politique, géographique, scientifique, technique, etc. Il est généralement illustré à l'aide de dessins, de photographies et de planches. Si le dictionnaire encyclopédique s'attache principalement à la description de l'univers, il fournit quand même également des renseignements sur l'usage des mots. Dictionnaire monolingue et dictionnaire bilingue ou plurilingue, multilingue, on peut les appeler comme on veut. Alors la différence entre ces deux types de dictionnaires réside dans le fait que les ouvrages monolingues traitent le lexique d'une seule langue. L'entrée appartient au même code que le texte qui l'explique, alors que les dictionnaires bilingues présentent une entrée qui appartient à une langue X et une microstructure appartenant à la langue Y. Les dictionnaires bilingues mettent en rapport non les mots d'une langue et leur définition, mais les mots d'une langue et leur traduction dans un autre système linguistique. Ces ouvrages bilingues ou trilingues servent d'outils pour la compréhension et la traduction. Les dictionnaires spécialisés et les dictionnaires généraux, bien sûr, ça existe, on désigne sous le nom de lexique ou bien thésaurus en latin, les dictionnaires spécialisés qui inventorient les mots propres à un domaine de spécialité comme la médecine, l'astronomie, la botanique, etc. Alors même s'il s'agit davantage de lexique, on parlera abusivement des dictionnaires, dictionnaire de la médecine, dictionnaire de l'astronomie, dictionnaire de la botanique, dictionnaire de la linguistique, etc. Les dictionnaires peuvent aussi se spécialiser dans les domaines strictement linguistiques, tels que l'étymologie, les dictionnaires étymologiques, les synonymes, dictionnaires des synonymes, les usages d'une classe sociale donnée, dictionnaire de l'argot, dictionnaire des rimes, etc. Il y en a beaucoup. Avec le dictionnaire sur papier qui a vu un adversaire redoutable, c'est le dictionnaire électronique. Alors avec le dictionnaire sur papier, la consultation se fait de façon linéaire, tandis que pour le dictionnaire électronique, elle peut se faire de façon fragmentée ou linéaire. Par exemple, le consultant peut faire une recherche à partir de la nomenclature du nouveau Petit Robert pour trouver l'entrée bureautique, par exemple, tandis qu'avec la version électronique de ce même dictionnaire, il peut faire une recherche soit à partir de la nomenclature, soit dans le texte entier. Le dictionnaire électronique permet donc d'extraire des renseignements que l'utilisateur aurait difficilement trouvés en utilisant uniquement une version papier. De même, dans un dictionnaire électronique, on peut faire beaucoup de manipulations en une durée très brève, ce qui ne permet pas de faire ce que ne peut pas faire un dictionnaire sur papier, sinon dans une longue durée. La nomenclature d'un dictionnaire. La nomenclature d'un dictionnaire est déterminée en fonction de son public cible. Ainsi, un dictionnaire de langue monolingue destiné à des allophones devra par exemple rassembler une masse lexicale importante en décrivant tout le lexique d'une langue, à l'exception des emplois désuets ou très techniques. Voici quelques éléments figurant dans la nomenclature ainsi que certains critères présidant à la structuration des informations au sein des dictionnaires. Comment lire et utiliser un article de dictionnaire? Voici un article de dictionnaire. Il donne des informations sur le mot qui est recherché et il est organisé d'une manière particulière. Pour mieux le repérer, le mot est toujours en gras ou en couleur. On connaît ainsi l'orthographe du mot que l'on recherche. Suit ensuite la phonétique. C'est un ensemble du symbole entre crochets. Chaque symbole correspond à un son et cela permet de savoir de quelle manière le mot se prononce. On trouve ensuite des abréviations qui donnent des informations grammaticales sur la nature du mot, est-ce que c'est un nom, un adjectif, un verbe, et sur son genre. Ici, l'abréviation NM signifie que le mot footing est un nom masculin. Une ou des définitions permettent de comprendre le ou les sens du mot. Chaque sens est numéroté s'il y en a plusieurs. Ici, il n'y en a qu'un. La définition est donc repérée par un petit rectangle noir. Parfois, des renseignements supplémentaires indiquent les synonymes, ou bien les contraires, les mots de la même famille, ou le niveau de langage. Un exemple accompagne chaque définition pour montrer comment on emploie le mot. L'exemple est souvent écrit en italique. Il ne faut pas le confondre avec les définitions.
trouve parfois également l'origine du mot si c'est un mot d'origine étrangère. Ici, c'est un mot d'origine anglaise. Tu dois reconnaître tous ces éléments dans un article de dictionnaire et savoir à quoi ils servent. Il y a d'abord l'entrée, ce sont généralement les mots en caractères gras, voire même en typographie différente, classés généralement par ordre alphabétique et sur lesquels portent les articles. Ensuite, la présentation polysémique ou homonymique. Au niveau du dictionnaire, l'adoption d'une présentation polysémique ou homonymique relève surtout d'un choix basé sur des critères linguistiques. Alors, la présentation polysémique se sert d'une seule entrée avec une série de sens différents. Il y a ensuite l'ordre de classement des entrées. Alors le dictionnaire, bien qu'il soit susceptible d'une lecture continue, est fondamentalement un ouvrage de consultation. Il adopte un ordre convenu pour permettre au lecteur de repérer rapidement l'information recherchée. Enfin, la microstructure, on appelle la microstructure ou article du dictionnaire l'ensemble des informations mises en regard de l'entrée. Un dictionnaire de langue fournira des indications sur plusieurs informations sur le mot, totalement ou bien en partie, et qu'on peut résumer en 4 composantes. D'abord, composantes phonétiques et orthographiques, ensuite grammaticales, sémantiques et métalinguistiques. Alors généralement, cet article contient les informations suivantes: la mention du mot avec sa graphie, suivie de sa prononciation, la composante syntaxique, c'est-à-dire la catégorie grammaticale, et éventuellement le genre et le nombre. Le composant sémantique, lui, c'est la définition ou l'analyse du signifié. Prenons l'exemple de cette définition. C'est la définition du mot château. Château est ce que l'on appelle l'entrée. L'entrée permet de connaître l'orthographe du mot. Près de l'entrée, il y a une abréviation. Cette abréviation indique la classe grammaticale du mot, c'est-à-dire qu'il apporte des informations sur la nature et le genre du mot. Dans certains dictionnaires, on trouve aussi l'origine du mot, c'est-à-dire qu'on indique de quelle langue vient le mot. Viennent ensuite les définitions. Les définitions expliquent ce que veut dire le mot. Si le mot a plusieurs sens, alors les définitions sont numérotées. Ici, le mot château peut avoir 5 sens. Viennent ensuite des parties en italique. Ce sont les exemples. Ils nous indiquent comment utiliser ce mot dans certaines phrases. Enfin, dans certains dictionnaires, on trouvera des renseignements complémentaires. Il peut s'agir de synonymes, de contraires ou de mots de la même famille.